Il y a 50 ans, c'était la crise d'octobre au Québec, en 1970. Alors, pour tous ceux qui l'ont vécu, ce sont des souvenirs très forts. D'ailleurs, dans notre histoire collective, c'est un moment indubitablement très intense. C'est peu souligné, va sans dire, parce que ce n'est pas les autorités qui vont souligner ça. Les autorités ont décidé d'envoyer l'armée dans les rues. N'empêche que ce sont des jeunes militants extrémistes qui avaient procédé à des enlèvements. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'en bout de course, il y a eu la loi des mesures de guerre. Et en vertu de cette loi-là, il y a près de 500 Québécois, 497, qui ont été arrêtés sans justification. On avait mis une liste là-dessus. Là. Bon, ben, lui, il est nationaliste, puis lui, il a participé à tel genre de rencontre, puis on met les noms. Et tout d'un coup, on procède à ces arrestations-là. Bien sûr, on en a abondamment parlé au cours de toutes ces années-là. Quand même, j'ai appris, en lisant les journaux en fin de semaine, qu'une femme qu'on reçoit régulièrement à l'émission, une auteure, sexologue, Jocelyne Robert, a été emprisonnée dans les années 70, donc alors qu'elle était enceinte. Et elle réclame des excuses du gouvernement parce qu'elle dit « J'ai subi une espèce de choc post-traumatique ». On va lui parler. Bonsoir, Mme Robert. Bonsoir. Alors, arrêtez. Est-ce que vous m'aimez encore, Denis? Oui, ben oui. Ben oui, c'est vrai, il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais là, avec la COVID, là, on est tellement bousculés. Mais dites-moi donc, qu'est-ce qui est arrivé? Vous aviez 22 ans. Pourquoi ils vous ont arrêté? Vous, on a compris, je ne sais pas, Michel Chartrand, puis des syndicalistes ou des poètes nationalistes, mais vous étiez une jeune de Oui, mais 22 ans. Comment ça fait qu'on vous a les, arrêté? les 497 n'étaient pas tous des Michel Chartrand, Non, là. Moi, c'est j'étais sûr. une jeune femme de 22 ans, nouvelle mariée, enceinte. Nous habitions temporairement chez mes parents parce qu'il y avait un grand appartement. En attendant quelques mois plus tard qu'on s'installe, là. On était jeunes, mon mari était étudiant. Voilà. Et puis, ben, moi, je faisais partie des 497 personnes qui étaient de près ou de loin reconnues comme étant indépendantistes. Mhm. Parce que j'avais été dans des manifs, parce que je connaissais les Roses. Moi, je suis une fille de Longueuil. J'ai connu les Roses, j'ai connu Madame Rose, la famille. Et ils nous ont arrêtés, mon mari et moi, pas toute seule. Comme ça, là, alors que ça faisait, bon Dieu, je pense que ça faisait un mois, un an et demi qu'on avait vu personne de ces gens-là. Mais bon, on était allés à la maison du pêcheur. Puis on faisait partie de la liste des dangereux personnages, aussi innocents et pacifistes pouvions-nous être OK. au moment où ils nous ont arrêtés. Ah non, vous n'étiez pas aussi radical que Paul ou Jacques Rose, là. Vous n'étiez pas dans Mais cette non, pas ligue-là. du tout, mais non. Moi, j'ai milité au PQ, là, tu sais, pour Serge Mongeau au printemps, je sais plus quelle année, là, je suis un peu perdue dans les dates, mais je suis pas la seule, Denis, Ah là. ouais, moi, j'avais un Quand ils prof sont au arrivés chez secondaire nous, qui avait été ils ont arrêté aussi. perquisitionné 2 fois. Une première fois où ils ont fait un peu de branle-bas de combat, mais moyennement, là, mais toujours la nuit, ce qui est assez traumatisant. Évidemment, après ça, moi, enceinte, j'étais assez bouleversée, là, j'étais plus capable de dormir. Vous savez Mhm. ce que c'est une femme enceinte, c'est un petit peu plus insécure que d'autres. Et puis, il a passé quelques jours, ils sont revenus, là, ça a été beaucoup plus violent. Ils ont vraiment là, fait du désordre, reparti avec des livres, ils ont descendu au sous-sol, ils ont tout viré à l'envers. Puis comme je vous le disais au début, on habitait avec nos parents, mais l'appartement était séparé en deux. Eux étaient au fond, c'est un très, très grand appartement, puis il y avait un couloir qui nous réunissait. Nous, on était dans les appartements en avant. Et quand ils sont arrivés la deuxième fois, vraiment à quatre, l'armée et des policiers, là, j'ai eu le malheur de dire, ça serait gentil de faire un peu moins de bruit. Mon père dort à l'arrière de cette maison, là, dans Mhm. ses appartements, et il est très malade. Alors, j'aurais jamais dû dire ça, ils se sont aussitôt dirigés vers la chambre en arrière où mon père était au lit, ma mère dans tous ses états, et ils l'ont viré de bord, il dormait pour y voir le visage, ils ont mis une carabine sur la tête, une Ah, mitraillette. ouais. Ah, vraiment, c'était quelque chose, hein. Puis moi, là, je veux pas faire pitié, là. Je trouve que ça fait 50 ans et je trouve qu'il y a un gros pan de cette crise d'octobre-là que les gens ne connaissent pas.
et il est peut-être temps qu'ils connaissent. Alors, moi, les gens qui ont subi des préjudices comme moi, puis certains pires que moi, ben, je pense qu'il est peut-être temps, après 50 ans, qu'on cesse, d'avoir ça dans la gorge, là, ou d'avoir peur de parler, puis il faut le dire, puis il faut, en tout cas, moi, à un moment donné, je me suis dit, j'avais 22 ans, Denis, j'en ai 72. Si j'en parle pas là, je vais peut-être devenir Alzheimer en vieillissant, je vais peut-être oublier. Et je ne veux pas oublier parce que c'est trop marquant et sur le plan personnel et sur le plan collectif. Les gens doivent savoir comment on s'est comporté. C'est Surtout, sûr que surtout dans que ce cas, vous avez été arrêté, mais j'entendais cette semaine, là, on a souligné donc ce 50e anniversaire, et il y a ouais. des gens qui étaient sur le trottoir, qui étaient interrogés, puis qui disaient: Ah, ouais, moi, j'étais là. Puis, dans le fond, les gars de l'armée étaient bien sympathiques. Là, ils se promenaient. C'est juste qu'on voyait des gens habillés en kaki, et c'est tout. Bon, Alors, il vous êtes était en bien train de me dire qu'il y sympathique. avait des mitraillettes et puis qu'ils vous les Moi, mettaient sous le moi, nez, je là. dis C'est pas un autre qu'humainement, livre. chaque personne n'était pas sympathique, là. Je pense que c'est une affaire collective. Quand tu te retrouves avec plus de soldats dans les rues qu'il y a de gens dans le quartier, là, il y a quelque chose Ouais, d'anormal. ouais. C'est comme si le FLQ, c'était des milliers de personnes, alors que c'était deux poignées de main, hein? Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et ça, qui a passé ce message-là à la population? C'est le gouvernement, là. Les FLQ, c'était pas des milliers de personnes. On l'a su après. Mais bon, moi, comme j'étais enceinte, j'ai pas été retenue longtemps à la prison. Vous On étiez à nous a quelle prison? Racontez-nous en détail, justement, vous dites, oui. vous avez un Alors, devoir de mémoire, là. j'y Alors, allais racontez-nous en détail. vous m'avez dit que vous n'avez pas beaucoup de temps, fait que j'essaie d'arrondir. Donc, la deuxième perquisition, gros branle-bas de combat, toujours les mêmes questions. C'est quoi notre rapport avec le FLQ? On n'a pas, mais il recommence tout le temps. Il me demande si je suis vraiment enceinte, j'y monte mon ventre. Bon, bref, et il s'en retourne finalement. Mais après la mitraillette sur la tête de mon pauvre papa. Là, ils reviennent quelques jours après et là, ils nous embarquent. Là, c'est moins long à l'intérieur. Là, c'est pas dans la nuit, c'est en soirée. Là, ils nous disent, on s'en va. Alors, on les suit. Moi, je suis en larmes, évidemment. Je dis à ma mère d'essayer de faire quelque chose, de contacter quelqu'un parce que ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas le droit de faire ça, selon moi. Et aussitôt sur le trottoir, je perds mon mari. Je perds Denis. Il s'appelle Denis. euh, donc, je perds mon mari et il est déjà parti. Ils l'ont déjà flanqué dans une autre voiture. Et il est parti. Puis là, je dis, ben, où est-ce qu'il est mon mari? Puis ils me disent, occupez-vous pas de votre mari, là, puis vous embarquez, vous, dans cette auto-là. Et là, c'est assez terrible. Je vois ma mère sur le balcon qui pleure. Moi, je pleure aussi. Je suis dans tous mes états. Je vois les voisins dans les rideaux qui regardent ce qui se passe, Ben ouais. qui ont l'air complètement traumatisés, qui ont peur. Il y a des voitures de police, comme si on était Bonnie and Clyde, là, tu sais, alors qu'on est un jeune couple un couple de jeunes mariés qui Ouais. attendons un enfant très heureux dans notre petit cocon. Alors, là, il m'embarque dans la voiture entre deux bonhommes, puis je suis très inquiète. Je dis, où est-ce qu'il est mon mari? Ils me disent, ben, il est rendu là-bas, là, puis ça me regarde pas, finalement. Alors, puis là, il me montre un papier, puis il me dit, calmez-vous, madame, calmez-vous. Je suis même pas sûre qu'il me dit madame ou qu'il me vous voit, là. Ils me disent de me calmer parce qu'ils me montrent une liste, un papier, hein, une feuille, là, comme ça. Mhm. Et puis, ils me disent, il y a des noms sur cette feuille-là, et ils me montrent que mon nom est là. Ils me disent, ces personnes-là, là, si elles tentent de s'échapper, on pourrait tirer sur elles. Aïe, aïe. Ils me disent ça à moi, là. Hey! Moi, avec ma bédaine, puis mon désarroi absolu. Puis lui, puis sa mitraillette. Pardon? Lui, puis sa mitraillette. Je veux Oui, dire, oui, ben oui. Et là, bon, là, dans l'auto, il ne l'a pas dans les mains, mais quand même. Et là, on arrive à Parthenay. On me fait déshabiller nue. C'est très agréable de se déshabiller tout nu en grosse bédaine. On m'enlève mes objets personnels. On prend ma photo de prisonnière, là, de profil et de face. Et puis, on me permet de faire un appel. Alors, j'appelle ma sœur, je lui dis, occupe-toi de nous. Là, ça n'a aucun bon sens. Voilà, on est à la prison. Je parle 5 minutes. On me met dans une cellule.
Et là, je suis complètement atterrée. J'ai peur. J'ai peur d'accoucher en prison. Puis là, la fille de la cellule d'à côté me parle. Elle me dit, allô, t'es une nouvelle? Je dis, ouais. Puis elle me dit, mais pleure pas comme ça n'a pas de bon sens. Faut pas que tu pleures de même. T'imagines, tu vas peut-être être ici des jours, peut-être même des semaines. Alors, la pauvre qui Ah, pensait m'encourager, là, elle m'a complètement apeurée. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous me voyez, Denis, j'en parle, puis je suis devenue toute rouge, ouais, là, ouais, tellement ouais. ça vient me chercher encore. Donc, là, bon, là, le message circule d'une cellule de femme à l'autre. C'est que des femmes, hein, on ne se voit pas, mais on est cordés. Et puis, le message circule, elle leur dit, ils ont arrêté une femme enceinte. Et là, les femmes, le lendemain matin, montrent beaucoup de solidarité, demandent qu'on m'apporte du lait, trouvent que ça n'a pas de bon sens, qu'ils n'ont pas le droit de me garder, que c'est dangereux, etc. Bref, c'est comme ça que ça se passe. Je vais être libérée 24 heures après. Comme je vous dis, je ne serai pas longtemps. Et ce Mm. qui va faire que je vais être libérée rapidement, c'est vraiment à cause de mon état. Là, je vais le savoir en sortant. Il y a un Mais médecin qui a fait un examen gynécologique dans la prison, de ce que j'ai compris, c'est ça? Il y a eu un examen gynécologique dans la prison. c'est que j'ai subi 3 interrogatoires, tous plus éprouvants les uns que les autres. Entre le deuxième et le troisième, c'est sûr que je suis dans un état lamentable, là, parce qu'avec les perquisitions avant, ça fait comme une semaine que j'ai pas dormi, tu sais, puis que j'ai mal mangé parce que j'étais très stressée. Puis en prison, ben, j'ai rien avalé. Là, il y a 3 interrogatoires. Je répète, je vous les raconterai pas, là, c'est quasiment toujours la même chose. On me montre des photos. Pensez-vous que vous connaissez Paul Rose, les Roses? Pensez-vous que ça peut être des assassins? Je dis, ben non, moi, les gars que j'ai connus, c'était pas loin de là. Mais tu sais, je réponds du mieux que je peux, tout ce que je sais rien. Fait que j'ai rien à dire, puis ça les enrage. Et à un moment donné, je suis dans la cellule, il me ramène en cellule après le deuxième interrogatoire. Là, j'ai vraiment mal au cœur, je suis vraiment pas bien. Et là, évidemment, il pogne la chienne, là, comme on dit en bon québécois. Alors, il y a une matrone qui vient me voir, puis elle me dit, on va vous faire voir un médecin. Il y a un médecin qui va venir vous voir. Fait que, d'une certaine façon, je suis un peu contente parce que je me dis, je vais le convaincre de me faire sortir d'ici. J'ai une petite lueur d'espoir, là. Tu sais, je me dis, il va me faire sortir d'ici, ça n'a aucun bon sens. Alors, le médecin vient, puis il m'apporte un flacon de vitamines de grossesse. Ça me désespère un peu, parce que je me dis, s'il m'amène des vitamines, c'est parce qu'il pense que je ne sortirai pas bientôt. Ah ouais. Ah, c'est vraiment l'horreur. Et là, il me dit, il faut que je vous examine. Fait que je dis, ben, il n'y a pas de problème. Moi, je pensais qu'il m'examinerait comme ça, là, à travers mon vêtement, là, Mhm. le ventre. Il me dit, allongez-vous, je vais tâter votre ventre. Alors, je m'allonge sur mon beau grabat qui a une grosse couverte grise dessus, très, très piquante, là. Et puis là, il me tâte le ventre, il prend il écoute le cœur du bébé, il me prend ma pression artérielle, puis il me dit, écoutez, madame, je vais être obligée il faudrait que je vous fasse un examen interne, un examen gynécologique. Alors, il me dit, j'ai pas vraiment le choix, il faut que je sache de combien de temps vous êtes enceinte exactement. J'ai dit, écoutez, ma date probable d'accouchement, c'est le 27 décembre. Je suis enceinte de 7 mois. En passant, j'ai accouché le 15 janvier. Hein. On pourra en reparler un jour, mais pas là. Euh, donc, il me dit, c'est parce que si votre col a commencé à se dilater, si vous êtes en risque de faire une fausse couche, il faut que je le sache. Fait que je me soumets, évidemment. Mais là, pendant l'examen, c'est des images là, qui vont toujours me rester en tête. Je suis dans une cellule, j'ai rien fait, je suis en prison, je regarde un plafond sale et il y a un monsieur parfaitement inconnu, gros, grand, gris, pas méchant, mais il est gros, grand, gris comme la cellule, comme la couverte, comme la prison, qui met, qui m'examine, qui me tente le col, en même temps qu'il me pèse sur la bédaine pour sentir mon utérus. J'ai mal et j'ai des grosses larmes qui me coulent, puis je vois qu'à un moment donné, il s'excuse. Donc, c'est pas. Tu sais, quand je dis que j'ai eu l'impression de vivre un viol, le gars, il faisait sa job. Et moi, je lui ai dit, écoutez, il faut que vous me fassiez sortir d'ici. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là, mais il faut que je sorte d'ici. Bref, voilà, c'est à peu près ça. Ça, c'est l'après-midi. Et le soir, je suis libérée. Puis ils vont libérer. Jocelyne,
Paris en même temps. On va faire une pause parce que là, on comprend l'essentiel que vous avez vécu, puis on va parler de la libération. Est-ce que ça veut dire des années après? Parce que vous demandez au gouvernement des excuses. On en parle dans 3 minutes, après la pause. D'accord. Avec moi, Jocelyne Robert, auteure qui a vécu un grand traumatisme il y a 50 ans lorsqu'elle a été emprisonnée enceinte lors de la crise d'octobre. Alors, Jocelyne, on voit que vous avez écrit ça dans le cadre d'un roman. Vous l'aviez romancé. Là, c'est la première fois que je vous entends raconter ça comme si c'était votre cas à vous. Et c'est votre cas à vous. Donc, C'est mon cas. C'est vraiment un roman autobiographique là, que j'ai publié en 2017. Alors là, le docteur vous fait cet examen gynécologique-là et là, vous lui dites, vous morfondez, vous dites, faites-moi sortir d'ici. Est-ce que c'est lui qui a réussi à vous faire sortir? Ben voilà, après coup, je pense qu'il y a eu quelques facteurs. C'est sûr que personne qui m'a dit que c'était grâce au docteur, là, mais dans l'après-midi, je pense que j'ai eu un autre interrogatoire après qu'il soit venu, un dernier, un troisième, et il y a un policier qui venait toujours me chercher à la cellule pour m'amener à l'interrogatoire. Et ce qui me frappait, c'est que je voyais parfois par les barreaux de ma petite porte d'autres femmes qui partaient à des interrogatoires, mais ils partaient pas par leur chemin, le même chemin que moi. Et j'ai compris à un moment donné que moi, ils me faisaient passer par des chemins un peu secrets, des couloirs, des escaliers, on descendait. Et probablement, il y a un policier qui me l'a presque dit, je veux dire, il voulait pas que personne me voie. Parce que, vous savez, Denis, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de faire pitié dans la vie, là. Mais je faisais tellement pitié, j'avais 22 ans, je pense que j'avais l'air de 42 ans. Et avec ma bedaine, j'étais verte, j'avais les yeux cernés jusque-là. Fait qu'il me cachait. Il me cachait pour m'amener aux interrogatoires. Puis bon, enfin, ça, c'est une partie de la chose dont je me souviens. Et là, en revenant du troisième interrogatoire, il y a un policier, en tout cas, il a dû me prendre en pitié. Il m'a dit, je vais vous dire, là, je pense que vous allez sortir bientôt. Il dit, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, qui tape très fort à l'extérieur, là. Voilà. Donc, il m'a encouragée. Ça m'a fait du bien, là. Je me suis dit, bon, ben, ça y est, je vais sortir bientôt. Ce que j'ai su, c'est que de l'extérieur, ma sœur, que j'avais appelée en arrivant à la prison, avait contacté un avocat qu'on connaissait, qui s'appelle Michel Lamarre, qui s'appelait Michel Lamarre. Je ne sais pas s'il est toujours vivant. Il y a bien des gens qui sont morts, hein, 50 ans plus tard. Et puis, lui avait contacté le protecteur du citoyen. Et effectivement, semble-t-il qu'ils avaient été avisés et le gouvernement que s'il m'arrivait quelque chose, là, ça irait vraiment mal. Et je pense que le médecin ça a dû jouer aussi, parce que c'est clair il me trouvait pas dans mon assiette, là. Donc, même si j'avais pas de symptômes de quelqu'un qui était sur le point d'accoucher. Puis il y a eu la solidarité des femmes aussi, les femmes que j'ai jamais vues, on se voyait pas. Qui disait ça n'a pas de bon sens ce que vous lui faites à cette jeune fille-là. C'est ça que vous me disiez tantôt. Oui. Puis les femmes ont tellement chahuté, fait de vacarme. Je pense qu'ils ont dû dire on va pas tolérer que les femmes chiolent comme ça longtemps. Donc, je pense qu'il y a un concours de circonstances. Puis quel effet ça fait de sortir quand ils disent OK, vous en venez, là, ils ouvrent quand ils ont fermé la porte, ça devait être traumatisant quand vous êtes rentré, mais là, ils ouvrent la porte pour ressortir. Là, ça doit être un grand soulagement à ce moment-là. C'est un grand soulagement, mais en même temps, je vais vous dire, j'étais tellement ébranlée, je comprenais rien. J'étais vraiment sonnée, là. Je comprenais pas, Denis. Bon, d'abord, avant d'être arrêtée, disons une semaine de fou, où j'ai eu l'impression de vivre dans un pays totalitaire, là. Et après l'arrestation, ben encore pire, séparée de mon mari sans qu'on ait le temps de se dire bye-bye, la prison, traitée, tu sais, il y avait quelque chose de l'ordre du cauchemar, du rêve, du film. Puis on se dit, ça se peut pas. C'est comme à l'extérieur, ça se peut dans des pays sous-développés, ça se peut dans des gens qui n'ont pas de démocratie. Mais nous autres, on avait une démocratie. Ben voilà. Fait que quand je sors, bon, j'arrive en bas, il libère Denis. Je vois mon mari qui s'en vient courant dans le grand hall en bas, puis on se saute d'un bras. Mais on est tellement sonnés, là. Je vais vous dire, on n'est même pas capable de se parler. On est comme pognés un après l'autre, là. Et on revient, on prend un taxi, je me souviens. On prend un taxi, évidemment, ils ne nous ont pas ramenés. Ils nous ont amenés à la prison, mais ils ne nous ont pas ramenés. Et on est tellement sonnés qu'on est devenus comme muets.
Et puis moi, tout le reste de ma grossesse, ça a été j'ai eu une grossesse jusque-là, formidable, idéale. Après ça a été un peu l'horreur. Je dormais très mal. J'avais toujours l'impression qu'on allait encore défoncer les portes, puis que Mhm. quelqu'un allait arriver, puis fouiller dans parce que les policiers, là, quand ils sont venus, tu sais, ils fouillaient dans les vêtements du bébé à naître. Ça a été vraiment une péri tu sais, je pense maintenant, je peux le dire. Sur le coup, j'aurais pas pu. D'abord, j'étais pas capable d'en parler. Et j'étais vraiment dans un état de choc post-traumatique, là, Sûrement, c'est dans sûrement dans ça. mes rêves, dans Ouais. mon sommeil, dans mon bon, puis j'ai eu un accouchement extrêmement difficile, puis après, il y a des gens, hein, qui ont vécu des choses pires que moi, là. Encore aujourd'hui, je veux pas dire que je suis la martyre, là. Je sais qu'il y a des gens qui ont quand les gens disent, quand certains politiciens fédéraux disent: «Les gens qui ont été arrêtés à la crise d'octobre, ils ont été bien traités», c'est pas vrai, c'est pas vrai pour tout le monde. Moi, le simple fait de me foutre en dedans, là, puis de me faire un examen gynécologique en prison, ça s'appelle de la violence. Mais Ouais. je connais des femmes qui ont été violentées, pour rien, là, qu'elles avaient absolument rien fait. Tu sais, il y a pas de Et crime en on a vu, là, je vous bouscule un petit peu parce que le temps va nous presser, mais on a vu dans les ordres, le film, justement, qu'il y avait eu plein de séquelles vécues par ouais, ceux qui ont été mais arrêtés. Et vous demandez le des film excuses de 50 ans Félix après. c'est intéressant aussi. Vous demandez des excuses. Et Mais le c'est premier ministre, c'est Justin Trudeau, à la place de son père, Pierre Elliott Trudeau, qui a instauré ces mesures-là. Donc, vous ouais. voudriez qu'il s'excuse pour son père? Oui, ben, c'est-à-dire qu'attendez, moi, ce que je demande, là, d'abord, je veux dire que j'ai commencé à en parler, au 45e anniversaire, j'en avais jamais parlé. J'ai écrit un blog, les gens, ça a marché et ça m'a donné le goût d'écrire le livre autobiographique. C'est Frédéric Bastien, là, du PQ, qui m'a téléphoné il y a, je sais pas combien de temps, il y a pas longtemps, puis qui m'a dit: «Je veux demander des excuses à Ottawa. Je veux aussi qu'on rende publiques les archives. Vous savez, Denis, les archives d'événements, de ces événements-là, sont pas connues 50 ans plus tard. Et il dit, je trouve que ça n'a aucun sens, mais je veux faire une démarche, puis je veux des appuis, je veux que des gens qui se sont sentis Mhm. lésés témoignent. Et j'ai accepté tout de suite, pas tout de suite, mais presque tout de suite. Parce que moi, ça mûrissait depuis quelques années. Je trouvais que c'était un non-sens que la population, vous, d'autres, il y a plein d'informations qu'on n'a pas. Tu sais, ça a l'air anecdotique ou ethnologique, mais tout ce que j'ai vécu, moi, combien de personnes ont vécu des choses avec ce qu'ils étaient eux, alors selon leur vécu, là, on n'était pas tous dans la Oui, même parce que ça a situation. été un Des choses traumatisme pour vous, épouvantables, mais c'est un traumatisme collectif. tout à Dans l'histoire un du Québec, traumatisme il y a, collectif et personnel. il y a ce moment extrêmement intense. Alors, c'est tout le temps qu'on a, Jocelyne, finalement. Même on devait faire pas si long que ça, mais je trouvais ça tellement intéressant ce que vous aviez à nous Si vous voulez raconter, en savoir plus, tout est dans le livre. qui s'appelle Éclat de femme. Merci beaucoup, Jocelyne. Au À la revoir. prochaine. On se retrouve dans 3 Bye bye. minutes. À tout de suite.